La chevalière. La nuit enveloppait la forme silencieuse du vaisseau fantôme, car nous étions restés immobiles et muets dans la position que nous occupions en passant devant le navire espagnol. Un étrange malaise pesait sur nous et chacun regardait la mer. « Allons !» me dit Virmoutier, qui se tenait à côté de moi dans les haubans du Grand Mois. « Secoue-toi, par le sang du Christ. Tu as l'air plus mort que nos funèbres alliés. » Il ricana à son habitude, mais son rire sonnait faux et restait dans sa gorge. Un à un, maintenant que le danger avait disparu, nous descendîmes de nos postes de combat pour nous réunir à l'avant, où le skipper nous attendait avec le boss. « Eh bien, enfants du Grand Pré, la fortune vient de nous sourire encore une fois. Nous l'avons échappé belle. »« Grâce à ta ruse, Mathieu Miles, » fit le bosseman. « Ma foi, oui, » répondit le capitaine. « C'est une ruse que je n'ai pas inventée. Rackham s'en servait à l'occasion. » Il se tourna vers le nègre. « Toi, monte du rhum, tu rempliras ton grand chaudron où le diable fait bouillir tes semblables, et tu nous allumeras un punch qui brûlera toute la nuit. J'invite Satan à se mêler fraternellement à mes agapes s'il trouve la flamme de son goût. Mais auparavant, garçons, rangez-moi le tillac, tous ces refroidis qui nous ont aidés. Ils furent à la peine, il est juste qu'ils soient à l'honneur. » Cette proposition fut saluée par les cris de joie des gentilshommes de fortune du capitaine Miles. C'était une excellente plaisanterie dans le goût de celle qui leur convenait. Ils eurent au fait de ranger les cadavres en demi-cercle, tant bien que mal dressés contre les aubans, les bastingages ou l'escalier qui accédait au château. Le spectacle devenait infernal à souhait. La lune éclairait les visages livides crispés par la mort violente. Au milieu du groupe des matelots et des passagers morts, Mathieu Miles fit placer le cadavre de la jeune fille. « Elle sera la reine de cette nuit, » fit-il. « Comment appelles-tu la reine des enfers, Virmoutier ? » ?»« Proserpine. »« Ah oui, Proserpine. Un drôle de nom pour une chrétienne. Mais pour une fois, nous ne ferons pas les difficiles. Bananas, fils de chienne, monte le rhum et éteins la lune. Il ne fait pas assez nuit sur la mer. Entends-tu, sanglant mouton ?» Bananas apporta aussitôt, sur le gaillard d'avant, une fournée bourrée de bois qu'il alluma, et sur le brasier y posa un immense chaudron de cuivre rempli de rhum. Groupés autour du cuisinier, nous regardions la liqueur enflammée retomber en cascade de feu vert et bleu chaque fois que le cuisinier la soulevait avec sa grande cuillère et la laissait couler dans le chaudron. La flamme du punch éclairait nos visages pleins de convoitise et prêtait une apparence de vie surnaturelle aux morts rangés sur le tillac. Nous avions jeté nos masques, et nus jusqu'à la ceinture, nous buvions en nous injuriant ou en nous congratulant niaisement comme des ivrognes que nous étions. « Good day, farewell » chantaient les Anglais, et les 6 Bretons de l'équipage, quand leurs compagnons eurent fini, chantèrent en français « Je n'ouvre pas ma porte après minuit, vous resterez dehors la moitié de la nuit. » L'air infiniment mélancolique se mêlait à notre ivresse. Et si profond que fut l'endurcissement de nos cœurs, nous sentions couler en nous quelque chose d'indéfinissable, qui nous rendait tout d'un coup notre vie amère. J'eus peine à retenir mes larmes. Et quand mes compagnons eurent fini de chanter la chanson que chantent les petites filles sur la côte du Léon, la flamme verte du punch se coucha sur le côté comme une frégate, sous un coup de vent, puis s'éteignit. Mathieu-Nals, plus ivre que ces hommes, je ne l'avais jamais vu ainsi, s'approcha du cadavre de la jeune fille, et par dérision lui offrit un bol de punch. « Oh !» fit Moutier, « il ne faut pas faire cela, Mathieu Miles, tu vas nous porter malheur. »« Je suis maître à mon bord, chien, et si tu oses élever la voix, je te tue, sanglant mouton !» hurla Mathieu Miles. Il jeta le bol de punch et se passa la main dans les cheveux en rugissant. Il était morne et terrifiant. Soudain, il lança son couteau-là sur Virmoutier qui fit un bond de côté. La lame alla se ficher toute vibrante dans le grand mât. Mathieu Miles regardait Virmoutier d'un air hébété. Il alla se rasseoir sur une pile de cordage. « Du rhum !» cria-t-il. « Bananas, encore du rhum !» Le nègre apporta du rhum, à l'ordre du skipper, et le punch flamba de nouveau dans le chaudron de cuivre et dans nos gobelets. L'orgie continua, mais une grande gêne semblait maintenant peser sur les épaules de tous ces forbans. Je m'étais retiré dans un coin, et les coudes aux genoux, la tête dans mes mains, je songeais à tout mon passé et au triste avenir qui s'annonçait sous mes pas. Le rhum me montait à la tête, mais en même temps, il me remplissait le cœur de dégoût. La vue de tous ces cadavres rangés en demi-cercle et qui semblaient juger notre conduite me devint insupportable. J'allais essayer de regagner mon hamac quand la voix de Virmoutier
Une voix curieusement émue me retint. « Petit, petit, hé, ne t'en vas pas. Reste avec moi. Je veux te dire quelque chose. Peut-être ai-je trop bu. Reste à côté de moi. » Il me saisit la main avec force et je sentis que son bras tremblait. La lune éclairait lugubrement la sauvagerie de notre divertissement. Les chants des ivrognes s'étaient tus. Matthew Miles, comme anéanti, cuvait son rhum à la porte de la Saint-Barbe. Des sabres, des couteaux, des pistolets gisaient pêle-mêle sur le pont. Le boss, cependant, au milieu de son ivresse, prit conscience de l'abandon du navire. Il se leva tant bien que mal sur ses courtes jambes mal assurées, et d'une voix et d'un geste solennel commanda. « Les tribordés au quart. Et debout. La moitié des tribordés seulement. » « Écoutez, dis-je, monsieur le maître d'équipage, je vais prendre le quart avec Virmoutier, Tom Watson et Pain Noir. Nous laisserons reposer nos camarades, car j'estime que nous aurons du travail à l'aube si le vent continue à tourner. »« Tu parles d'or, John Merle. Appelle tes compagnons. Je vais descendre Matthew Miles dans sa cabine. Il a eu son compte, et depuis 16 ans que je navigue avec ce vieux requin, c'est la première fois que je le vois dans cet état. » Je l'aidai à descendre le skipper qui était plus lourd qu'un sac de blé. Puis je remontai sur le pont. Je cherchai mes compagnons et je finis par les découvrir, tenant conciliabule à l'arrière. « Viens, petit gars, me dit Virmoutier à voix basse. Il se passe ici des choses que je n'aime pas. Tu es le plus innocent de nous tous et tu nous sauveras peut-être. » Virmoutier a raison, répondit Tom Watson à voix basse. Quand je naviguais avec Mary sur le Rambler, nous fûmes sauvés de la pendaison à Corso Castle grâce à un mousse que nous avions recueilli et qui savait chanter la messe comme un prêtre. J'ai toujours respecté les enfants, ajouta Pain Noir. N'est-ce pas, Louis-Marie, qui m'a sauvé de la pique de ce damné cabillaud? Je vais aller voir là-bas, fit encore Virmoutier. Tiens, passe-moi la cruche, il y a du rhum dedans. Il but une ample rasade. Ça remonte le cœur, fit-il en soupirant. D'un pas lourd et hésitant, il se dirigea vers le gaillard d'avant. Je le suivais pas à pas. Mais je dois l'avouer, l'attitude de Virmoutier me troublait. Je sentais un malaise inquiétant qui petit à petit s'emparait de ma raison. En traversant le pont, Virmoutier fit tomber son coutelas. Ce bruit me fit frissonner de la tête aux talons. Virmoutier s'arrêta devant le demi-cercle formé par les morts. Il contemplait leur groupe avec des yeux hallucinés. Je l'entendais grogner et soupirer avec peine. Et il murmura. « Non, elle ne bouge pas. » À ce moment, il se retourna brusquement et m'aperçut. « Ah, tu es là, mon petit Louis-Marie. Approche-toi, ici. Bon, tu la vois bien. Elle ne bouge pas, hein ?» Il me montrait du doigt la jeune fille morte. « Mais non, Virmoutier, la pauvre fille est bien morte. Nous devrions jeter sa dépouille à la mer, car cette comédie infâme nous portera malheur. Moi je te le dis, Virmoutier, mon père était un vrai matelot, mais il craignait les morts et les respectait. Eh bien moi, Virmoutier, je te le dis, mon petit Vénic, cette femme a bougé 2 fois dans la nuit. » Il se signa. « C'est la première fois que je fais le signe de croix, » ajouta-t-il d'une voix faible. « Virmoutier, il faut jeter cette femme à la mer. »« Je ne mettrai pas la main sur elle. Oui, je crois qu'il vaudrait mieux pour nous tous qu'elle fût jetée à la mer. Mais moi, je ne veux pas y toucher d'un doigt. »« Elle ne bouge pas, dis-je encore, après avoir longtemps regardé le visage exsangue de la morte. Et tout d'un coup, je me mis à frémir de la tête aux pieds. D'un commun accord, Virmoutier et moi, nous nous enfûmes vers l'arrière dans une course éperdue. La peur nous mordait à la nuque. Nous demeurâmes quelques minutes haletants, incapables de prononcer un mot, la bouche ouverte et les yeux affolés. Pain Noir et Tom Watson gisaient à terre et ronflaient comme des pourceaux. « Elle a bougé !» haleta Virmoutier. « Tu vois qu'elle a bougé. Sauve-nous, mon petit Louis-Marie. La malédiction du Seigneur est sur nous. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Je crois bien l'avoir vue. Que faut-il faire, Virmoutier? Oh, pourquoi suis-je venu perdre ici mon corps et mon âme? Toi seul peux nous sauver, Louis-Marie, car tu es le plus innocent. Tu n'as pas de sang innocent sur les mains. Si la Sainte Vierge protège cette jeune fille, toi seul peux implorer notre pardon. Mes lèvres tremblaient. Je balbutiai des prières confuses. Peut-être avons-nous mal vu, pensai-je. De gros nuages livides et gonflés d'eau comme des outres couraient dans le ciel. La tempête apprêtait son artillerie.
Les nuages nous cernaient de tous côtés. Il fallait agir et réveiller nos compagnons endormis. Je poussai du pied Tom Watson et Pain Noir. Ils grognaient leurs injures habituelles, car nul rêve enchanteur ne venait peupler leur sommeil. « Debout! Debout » criai-je. Je les secouai violemment. Ils se levèrent sur leurs jambes massurées et me contemplèrent, cherchant à comprendre ce qui leur arrivait. « Du rhum » demanda Pain Noir. Il tâtonna autour de lui, trouva la cruche et but. Cela semblait le remettre d'aplomb. « Pain Noir et Watson, écoutez bien, leur dis-je. La tempête est au-dessus de nous, et la mort a jeté sur nous le regard de Dieu. Nous sommes perdus, dit Pain Noir. Ce damné anglais a attiré la malédiction du ciel sur nos têtes avec ses infernales manigances. Nous décidâmes, Pain Noir et Watson, à nous accompagner. La sécurité relative du gaillard d'arrière nous redonnait confiance, et nous commencions à douter de la réalité de ce que nos yeux avaient vu. Nous demeurâmes tous trois immobiles, regardant intensément la jeune fille qui n'avait pas changé de place. Nos nerfs étaient tendus, et nos bouches sèches laissaient passer un souffle rauque. Et cette fois, nous vîmes nettement le miracle s'accomplir. La bouche pâle de la morte s'entr'ouvrit. Elle découvrit ses dents toutes petites. Les paupières bleuies se levèrent lentement, et un regard aigu, surnaturel, nous pénétra le cœur comme un fer rouge. Nous ne pûmes que tomber à genoux, le visage enfoui dans nos mains. Alors, la jeune fille se leva. Elle marchait comme un automate. Nous la vîmes gravir l'escalier du château de Poupe. Elle s'appuya comme si elle allait défaillir contre une balustre et regarda lentement autour d'elle. Nous la vîmes prendre le porte-voix de Matthew Miles, et d'une voix ferme, qui sonnait claire, elle commanda « Appelez l'équipage au poste de manœuvre !» Nous ne pouvions en croire nos oreilles. « Cours prévenir Miles !» me murmura Virmoutier. Je descendis 4 à 4 pour m'acquitter de cette commission. J'entrai sans frapper dans la cabine du Forban, tout en évitant fort à propos une lourde botte de mer qui salua à mon entrée. « Que veux-tu, petit suppôt du diable » hurla l'ivrogne. « Capitaine, la morte, la... »« Quoi ? Quoi ?» bredouilla le skipper Miles encore plus blafard qu'à son ordinaire. « Venez, capitaine, mais nous sommes bien damnés. » Il me suivit sur le pont et resta pétrifié en apercevant la jeune fille droite et calme, à la place même qu'il occupait pour commander la manœuvre du Hollandais volant. « Amenez cet épouvantail !» fit la voix mélodieuse, et du doigt, la jeune demoiselle indiquait notre funèbre pavillon. Ce fut Virmoutier qui déhala la drisse et amena nos couleurs. « Mon Dieu, Madame la Sainte !» fit le capitaine Miles, dont les idées combinées avec les fumées de l'alcool avaient du mal à se faire jour. « Madame la Vierge, car sans doute, comment dirais-je sans vous offenser, nous ne sommes que de pauvres mariniers, et nous ferons brûler 100 cierges à Sainte-Anne-d'Auray en Terre Sainte, afin d'apaiser votre âme. » Mathieu faisait peine à voir. Le colosse était devenu plus faible qu'un petit enfant. Pour être juste, notre attitude ne semblait guère plus résolue. Tous les hommes d'équipage étaient maintenant réunis sur le tillac. Leur âme abjecte, mais d'une étonnante simplicité, voyait dans cette résurrection miraculeuse le châtiment de leurs crimes et de leur impiété. Ils baissèrent les épaules devant cette frêle jeune fille, à leurs yeux divines, et qui dictait la loi. Tout d'abord, celle que nous pensions une morte ressuscitée fit jeter à la mer tous nos oripeaux macabres, les masques à tête de mort et les maillots peints à la ressemblance d'un squelette. « Piétinez vos infamies !» disait-elle de sa voix douce, que nous pensions d'outre-tombe. Beaucoup d'entre nous n'avaient jamais, avant cette nuit, entendu la douceur d'une telle voix. Ensuite, elle commanda la manœuvre, et nous grimpâmes dans les haubans comme des anges, éperdus de désir de bien faire et de sauver notre âme. La tempête chargea sur nous comme nous prenions de la toile. Il fallut se cramponner aux vergues pour ne pas être emportés par les lames énormes qui se cabraient devant nous comme de gigantesques coursiers couverts d'écume. Le ciel était noir tel de la poix. Ni les uns ni les autres nous ne savions où nous allions et quelle était la bonne route. Nous étions perclus dans la tempête au large d'Ouessant, mais nous avions confiance dans la belle et angélique fille blonde, dont la voix claire dominait les hurlements du vent et nous réchauffait le cœur. Nous luttâmes toute la nuit contre la fureur des éléments déchaînés. Au petit jour, la mer s'apaisa. Un faible soleil éclaira d'une lueur lugubre la réalité des choses,
et nous constatâmes avec surprise que notre navire naviguait entre deux rives bordées d'arbres et de petits villages encerclés de chemins creux. Il nous fallut quelque temps avant de nous rendre à l'évidence de la situation. Le doute n'était cependant plus possible. Depuis plus d'une heure, ayant bon vent arrière, ce qui nous donnait de la vitesse, nous naviguions dans le goulet de Brest, et devant nous s'arrondissait la rade rose et verte dans la lumière du petit matin. Alors la colère gonfla nos veines et le sang nous monta à la tête. Furieux d'avoir été dupés comme des enfants, nous nous précipitâmes sur l'étrange fille qui nous avait conduits vers cette disgrâce. C'est alors que la plupart des morts, que nous avions toujours abandonnés sur le gaillard d'avant, sans plus nous soucier de leur personne, se levèrent, et le mousquet à la main nous tinrent à distance respectueuse. Nous étions sans armes. Les morts, qui n'étaient que des soldats maquillés par ruse bien avant le combat, riaient entre eux du succès de leur entreprise. Un coup de canon tiré du château les avertit qu'ils étaient attendus. Quant à nous, mornes et abattus, nous ressemblions à des renards capturés par une poule. Les soldats qui s'étaient introduits à bord du Hollandais volant, grâce à leur propre ruse et à notre propre sottise, nous firent ranger, Mathieu sans tête, à l'avant du navire. Ensuite de quoi, quelques-uns d'entre nous, sous la menace des fusils, furent employés à la manœuvre et rangèrent le vaisseau à quai à l'entrée de la Panfelle. Une compagnie du régiment de Soissonnais et une foule de bourgeois nous attendaient sur la rive. On criait de partout « Vive la chevalière !» La chevalière, debout à l'avant, saluait la foule et souriait. On nous fit descendre un par un. J'étais le dernier à côté de Virmoutier. On nous enchaîna à la file, et sous une bonne escorte de soldats et d'archers, nous prîmes le chemin du château, où toute la bande devait être enfermée et mise au fer. J'avoue sans honte que je pleurais toutes les lames de mon corps. Mon jeune âge, étant donné l'horreur des forfaits commis par mes compagnons, me sauverait peut-être de la roue, mais pas de la potence. Virmoutier, qui était enchaîné devant moi, profita de ce que le soldat d'escorte s'était éloigné pour me dire « Je te sauverai. Il faut nier tout, entends-tu ? Je témoignerai. Je dirai que tu étais parmi nous malgré toi, que nous t'avons trompé en t'attirant. » Le soldat revint à côté de nous, et Virmoutier se tut. En rentrant sous la grande porte du château, les pirates hurlèrent d'effroyables injures à la foule. On leva le pont-levis, dès que le dernier de la bande, qui était moi, fut passé. Nous fûmes tous enfermés dans un souterrain humide, alignés contre la muraille et les pieds au fer. Mathieu essaya de se rompre une grosse veine en se déchirant le poignet avec ses dents. Les gardiens s'en aperçurent. Il fut pansé aussitôt et ligoté de telle façon qu'il ne puisse attenter à sa vie.